autre question, mais ma dernière question. Comment faut-il traiter les violations des droits humains en Turquie? Pour être plus précis, nous témoignons d'une polarisation et fragmentation parmi les victimes du régime dans la société turque. Par exemple, des milliers de personnes ayant des liens avec le parti HDP ont été arrêtées depuis 2016. La communauté turque ne voit pas cela. D'autre part, des dizaines de milliers de personnes qui ont des liens avec la communauté Gülen ont été purgées par les décrets-lois puis arrêtées. Cela aussi est ignoré par certains. Comment évaluez-vous cette situation? D'abord, je ne pense pas que ces répressions sont ignorées. Les gens les connaissent, mais la plupart se taisent. Il y a deux raisons pour cette silence relative. D'abord, en Turquie, la polarisation n'est pas simplement entre ce que Tayyip Erdogan considère comme ses amis et ce qu'il considère comme ses ennemis. La polarisation est aussi une polarisation interne à ce camp qui s'oppose à Tayyip Erdogan. On voit bien, par exemple, comment les Kurdes ont du mal à être acceptés par l'opposition, par une grande partie de l'opposition à Tayyip Erdogan comme des alliés. HDP, quand on dit HDP, une partie importante de l'opposition à Tayyip Erdogan a immédiatement ce brief et il ne veut pas du tout apparaître à côté ou d'être soutenu ou d'être en relation avec les membres de ce parti. Donc déjà, cette polarisation est dans la société, entre Turcs et Kurdes. Une polarisation existe aussi entre sunnites et alévites. Une polarisation existe aussi entre modernistes et conservateurs. Et à cela s'ajoute la polarisation contre le mouvement Gülen, parce que malheureusement aussi, il faut reconnaître, le mouvement Gülen dans les années 90-2000, les cadres dirigeants du mouvement Gülen, de la communauté Gülen, ont participé à des actions répressives illégales de l'État, dans la police, dans la justice, et que du coup, tant que ce mouvement n'a pas fait une reconnaissance de ces crimes du passé, ce sera très difficile pour l'opposition de se mettre avec les dirigeants du mouvement Gülen. Mais j'attire votre attention, c'est qu'il faut distinguer aussi dans ce qu'on appelle le mouvement Gülen, les gens qui ont été simplement, de par leur croyance, appartenance confessionnelle, communautaire, ou par leur sympathie, ont soutenu les œuvres charitables du mouvement Gülen. Ça, c'est aucune reproche qu'on peut faire à ces personnes-là. Et les personnes qui ont pris des décisions de voler les sujets pour les concours nationaux, placer leurs personnes par des moyens illégaux dans l'armée, dans la police, dans la justice, et organiser aussi des répressions par le biais de leurs personnes attachées au mouvement dans la justice et dans la police, comme nous avons connu ça jusqu'en 2013-2014. Mais je tire votre attention, il ne faut pas du tout tomber dans le piège de tout sympathisant à un moment donné qui a versé un peu d'argent dans la banque Asia par exemple, ou qui a versé de l'argent pour financer une école soutenue par la communauté Gülen à l'étranger, et ne doit pas être assimilé à ces crimes organisés du passé. Ça, c'est la stratégie de Tayyip Erdogan pour créer un grand purge dans la société afin de empêcher les gens de se mobiliser, puisque aujourd'hui, un des moyens les plus efficaces pour Tayyip Erdogan de tenir son parti, de tenir ses députés, de tenir ses dirigeants locaux, c'est la menace que eux aussi, de par leur coopération dans le passé, peuvent être accusés d'être en relation avec le mouvement Gülen. Et je pense que le premier qu'on peut accuser d'être en relation avec le mouvement Gülen et dans le passé, c'est Tayyip Erdogan lui-même. Donc,
cette utilisation de criminalisation des sympathisants du mouvement Gülen est utile pour Tayyip Erdogan pour empêcher l'apparition des oppositions, des séparations, des gens qui quittent le parti AKP. Cette menace doit être pour lui en permanence tenue, particulièrement sur la communauté AKP, qui a eu un rapport très naturellement dans les années 2000, un rapport étroit avec les œuvres, les actions de communauté Gülen. Alors là-dessus, la Turquie est un pays où malheureusement, à part quelques institutions comme l'Association des droits de l'homme, etc., la Turquie est un pays, est une société qui n'est pas une société. C'est constitué de partis qui ne reconnaissent pas les autres composantes de la société comme faisant partie entière de la société. Et donc, aujourd'hui, les mouvements, les répressions contre les Kurdes, contre les sympathisants de la communauté Gülen, contre les avocats. Il y a beaucoup d'avocats qui sont en prison aujourd'hui. Çağdaş Hukuklular Derneği, par exemple, énormément d'avocats, on n'en parle plus, non, aussi, parce qu'ils sont sympathisants de gauche, de l'autre côté, et ça, cette séparation interne de l'opposition est en même temps, évidemment, la force de Tayyip Erdogan, comme dans toutes les autocraties. Oui, merci, M. Insal. Le temps s'écoule très vite, mais j'ai aussi lu les questions de la part de nos spectateurs. Si vous avez du temps, j'ai une question. La question est suivante comme suivante. À la suite de la chute probable du gouvernement d'Erdogan, quel type de tendance politique dominerait la politique turque selon vous? Aujourd'hui, le programme qui se constitue contre Tayyip Erdogan, c'est l'alliance qui est formée entre le Parti républicain du peuple, le parti e-Parti, et probablement les autres partis de Davutoğlu, de Babacan et de Saadet vont rejoindre probablement cette alliance pour présenter des candidats pour présenter un candidat unique à l'élection présidentielle et peut-être aussi présenter un programme, un minimum de programme de sortie d'autocratie pour les élections législatives. Alors, pour le moment, ce que nous voyons, c'est que l'opposition est d'accord sur une chose d'une manière ferme. Nous ne voulons pas du régime présidentiel, nous ne voulons pas d'un régime où le pouvoir est réuni dans les mains d'une seule personne, d'un autocrate. Il faut reconstituer la séparation des pouvoirs, il faut reconstituer le pouvoir de l'Assemblée nationale, mais aussi l'indépendance de la justice, mais aussi l'autonomie des universités, mais aussi l'indépendance de la presse et des médias. Donc là-dessus, il y a un accord. Hein. On voit bien que normalement, avec un gouvernement issu de cette opposition, s'il y a une majorité parlementaire, et s'ils gagnent des élections présidentielles, leur candidat gagne des élections présidentielles, il va y avoir une période de transition, pas facile, une période de transition qui peut prendre du temps pour sortir d'abord des institutions mises en place par Tayyip Erdogan et ses comparses, et aussi pour bâtir des nouvelles pratiques institutionnelles, des pratiques, des règles, des institutions, des lois, etc. Ça prendra du temps, ce sera une bataille, ce sera un combat, mais je pense qu'il y a un minimum d'accord. Est-ce que ceci va donner une vraie forte démocratie? Je ne pense pas, parce que les mouvements qui soutiennent l'opposition, en grande partie, sont aussi conservateurs. Ils sont conservateurs démocrates.
mais ils sont pas des démocrates combattants. Par exemple, sur la question kurde, tout à l'heure, j'ai évoqué, ils ne sont pas prêts à reconnaître, ne serait-ce que le droit à l'enseignement en langue maternelle des Kurdes, par exemple. Là-dessus, c'est un tabou. Il n'est pas question. Il n'est pas question aussi de reconnaître la séparation, la reconnaissance des Alévis comme une confession à part, avec la reconnaissance des Djanevis, de lieux de culte des Alévis, comme un lieu de culte. La majorité sunnite est totalement irritée devant cette perspective. Et au sein de la majorité, au sein de l'opposition, il y a des Alévis, mais aussi il y a des sunnites très importants, une quantité de sunnites conservateurs importants. Donc du coup, sur ces questions-là, je ne pense pas qu'il y aura des solutions à court terme, mais il peut y avoir, peut-être grâce à la mise en place des institutions démocratiques, un débat libre susceptible de convaincre pour casser les résistances socioculturelles et non pas en réprimant l'opposition, en interdisant la parole. La démocratie est aussi un lieu où, un régime où les droits, les revendications sont débattus pour que ceux qui résistent à reconnaître ces droits soient in fine convaincus de l'utilité, de la nécessité et des arguments avancés par les demandeurs de ces droits. Donc, je ne suis pas du tout, je ne crois pas du tout que la Turquie, si jamais Tayyip Erdogan et AKP perdent les élections, deviendra d'un coup un pays paradisiaque. Je ne pense pas du tout. Mais ce sera un pays pour lequel l'espoir pour une société démocratique libre et égaux, des citoyennetés égales, devient potentiellement possible, qu'on puisse débattre, discuter, mobiliser, se battre démocratiquement dans cette direction. Aujourd'hui, ce n'est pas possible.